Salut à toutes et à tous, c'est Double Jus. Alors dans cette vidéo un peu particulière, aujourd'hui nous allons aborder tout ce qui est montage, donc les petites techniques de base, et l'exportation, qui est une étape très importante parce que sinon ça sert à rien de faire des vidéos en 4K si vous exportez mal votre fichier. Et qui de mieux que mon ami Jérôme, spécialiste dans ce domaine, pour venir vous expliquer tout ça un petit peu plus en détail. Donc Jérôme, parle-nous un petit peu de toi et de ton travail. Alors moi je suis monteur et motion designer. Mon métier c'est de faire du montage et des animations graphiques. Je bosse sur Premiere, After Effects, Illustrator, Photoshop, globalement toute la panoplie Adobe. Je travaille aussi sur Final Cut et Avid, donc j'ai pas mal l'habitude des logiciels de montage. Et pour moi le montage, comme tout travail, ça se coupe en 3 séquences très importantes. C'est l'organisation et le dérochage, le montage et ensuite l'exportation. Toutes ces étapes sont très importantes pour avoir un montage réussi. Donc on va vous expliquer tout ça avec un petit peu plus de détails, donc de façon très schématisée pour les amateurs comme moi. Explique-nous donc la première étape, en quoi ça consiste. Alors la première étape, quel que soit votre logiciel de montage, il faut organiser vos dossiers. Si vous avez fait plusieurs tournages, que vous avez tourné sur plusieurs jours, il faudra organiser vos fichiers en fonction de la caméra et du jour que vous avez utilisé cette caméra. Histoire de s'organiser un peu, parce que si vos vidéos sont désorganisées, une fois que vous atterrirez sur le banc de montage, ça va être difficile de faire le tri dans celle-ci, de savoir quand est-ce que vous avez tourné quelle scène, de savoir à quel moment vous avez capturé tel plan. Le mieux, c'est de tout organiser, comme par exemple vous avez eu 2 caméras sur une journée de tournage, vous avez filmé le matin et le soir, vous mettez par exemple la date, le numéro de la caméra, le moment de la journée à laquelle ça a été pris, comme par exemple si c'est le matin, l'après-midi ou le soir. Donc tu préconises de trier vraiment trier, ouais. Tournage par tournage en fait, chaque jour, de séquencer en fait. Ça c'est juste une astuce pour vous donner un conseil d'organisation, parce qu'une fois que vous importerez tous ces dossiers, ce sera beaucoup plus facile de vous repérer et de savoir quel plan vous cherchez exactement. Pour ce qui est de la préparation du montage, je vous conseille de conformiser vos rushs, parce que certains logiciels ont du mal à accepter des formats vidéo qu'ils ne reconnaissent pas. À ce moment-là, c'est de faire un premier tri de toutes les vidéos que vous êtes sûr de pouvoir utiliser pour le montage. Ça veut dire des vidéos exploitables. C'est comme par exemple si vous avez une copie d'un plan ou un plan qui est une prise vraiment ratée, pas exploitable du tout, il n'y a rien à en tirer. Tous ces plans-là, vous ne les mettez pas en conformisation, ils ne vont pas servir. Mais tous les autres plans, même ceux sur lesquels vous avez un doute, vous les conformisez, vous les réadaptez au format de votre logiciel et ensuite vous allez travailler dessus. Pourquoi cette étape est importante? Parce qu'une fois que vous arriverez sur le montage, ça va vous faire économiser du temps de prévisualisation. Ce sera beaucoup plus fluide de travailler sur des fichiers avec le bon format. C'est l'étape qui vient avant ce qu'on appelle le dérochage, c'est ça? Ça vient avant le dérochage. D'accord, donc une organisation bien faite va aider à gagner du temps, même pour le dérochage. Et le dérochage en lui-même, une fois qu'il est fait, ça fait gagner un temps monstre pour la post-production. Personnellement, les montages que je fais, généralement, je ne sais pas ce que je vais avoir à la caméra. Je vais aller quelque part, je vais filmer quelque chose, je ne saurai que le soir ce que j'aurai filmé. Mais quand c'est quelque chose de scénarisé, c'est beaucoup plus facile d'organiser. On peut dire qu'un travail, entre guillemets, improvisé, c'est plus difficile à organiser qu'un travail qui est scénarisé, donc plus organisé. Alors moi, je suis le genre de gars, je préfère passer du temps sur la préparation, histoire de savoir exactement quel plan je vais faire, qu'est-ce que je veux pour le montage, tout organiser dès le début, l'organiser comme une horloge, de façon à ce que le travail soit fluide. Passer un peu plus de temps en préparation, ça va faire économiser du temps quand on va rencontrer des obstacles, que ce soit pendant le tournage ou la post-production. Il faut savoir où on veut aller dès le départ et ce qu'on peut faire en cas d'impasse. Ce qui est différent quand on tourne avec une GoPro, c'est que c'est pas forcément facile de prédire ce qu'on va filmer. L'avantage de la GoPro, c'est que c'est une caméra qui est extrêmement bien pour capturer l'instant présent et la spontanéité, et aussi pour filmer de manière ininterrompue, ce qu'on ne peut pas forcément faire avec des caméras de tournage, là où on prévoit nos plans, on prévoit nos cadres, on prévoit le lieu de tournage, les actions. Sur une GoPro, c'est vraiment l'instant présent qui prime, ce qui fait que ça demande moins de préparation, mais le travail sur une GoPro demande beaucoup plus de travail sur le montage. Donc c'est souvent plus difficile de travailler uniquement avec des GoPro comme moi je le fais, qu'avec des appareils où il y a de la préparation en amont, mais au moment de tourner, c'est bon, c'est organisé, c'est plus rapide, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on aura. C'est ça, c'est un peu plus simple de filmer avec une GoPro parce qu'on a juste à la poser quelque part et la laisser capturer toutes les images qu'on souhaite. On est sûr que dès que ça passe dans le champ, l'objet qu'on veut voir, il est visible, on sait qu'on l'aura. Mais on ne peut pas esthétiser comme sur une vraie caméra de tournage, pas comme on est en train de le faire. Là, on utilise un Sony A7S.
Là, on a fait un cadre, on a fait une focale, ce qu'on n'a pas forcément besoin de faire avec une GoPro. Une GoPro, on la pose simplement, elle capture toute la pièce, tout est net. On a moins de choix pour esthétiser ensuite le rendu d'une GoPro. On a organisé, donc c'est valable aussi bien pour les GoPro, enfin je dirais même peut-être plus pour les GoPro, surtout le gros travail d'organisation que c'est, puisqu'on ne sait pas ce qu'on aura, c'est de la spontanéité comme tu dis. Donc on prépare tout, donc jour par jour les tournages, on nomme les caméras, etc. Les fichiers on les organise dans des dossiers, etc. Ensuite vient le dérochage. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le dérochage? En quoi ça consiste? Qu'est-ce que c'est le principe du dérochage? Alors le dérochage, ça fait partie des premières parties que vous allez faire en montage. C'est vraiment les premiers trucs que vous allez faire. Étaler tous vos plans et faire le tri parmi eux, savoir les plans qui vont être utiles à votre scène et ceux dont vous n'aurez pas besoin. On commence par faire ce qu'on appelle un ours. Au fait, l'ours, c'est la version un peu grossière du montage. C'est simplement en fait qu'on place les plans qu'on voudrait à la suite, histoire qu'on sache les plans qu'on va utiliser, comment on va raconter la scène. On pose tous ces plans et ensuite si on a besoin de rectifier, d'affiner, là on attaque vraiment la partie montage. C'est la version 1.0 du montage quoi, la version brute. C'est plus la version 0.5 du montage on va dire. C'est avant même le montage, on va d'abord sélectionner tous nos plans, les mettre à la suite de façon à ce que ça raconte l'histoire qu'on a envie de transmettre, mais ce n'est pas non plus le montage définitif. C'est qu'une fois qu'on commence à vraiment traiter ces plans dans le détail, que là on peut parler de montage. On va affiner petit à petit pour avoir donc l'enchaînement qu'on veut, et ensuite seulement on pourra mettre les effets, les corrections de couleurs, etc. C'est ça. On commence par un ours et ensuite on attaque une V1 de montage. Est-ce qu'on pourrait résumer ça par, il suffit simplement donc de prendre tous les fichiers qu'on voudrait donc monter, les fichiers viables, pour en sélectionner les séquences qu'on veut garder. C'est ça un dérochage, on pourrait le définir par ça. C'est ça. D'accord. Après ça dépend des techniques de montage. Un monteur peut très bien se dire, voilà pour ce dérochage, je vais vraiment trier tous les plans qui sont bien, ce qui peut être fastidieux au fait parce que du coup vous allez faire la sélection sur chaque plan que vous avez pris, de tout ce qui est exploitable, et ensuite faire le tri de toute cette sélection et savoir comment vous allez puzzler votre timeline. Moi ce que je préfère faire c'est simplement, je me demande le plan que j'ai envie de voir, je cherche le meilleur, je le sélectionne et je l'intègre à ma timeline. Et si je vois que ce plan ne passe pas en montage, à ce moment-là uniquement, je reviens sur les autres plans que j'ai faits pour en sélectionner un meilleur. C'est deux écoles différentes, c'est les deux s'équivalent. Ensuite, donc, puisque tu nous parlais donc de techniques de montage, qu'est-ce que c'est les techniques basiques qu'un amateur pourrait appliquer pour donner un peu plus de cohérence et de rythme, de réalisme à ces montages? Pas forcément les trucs qui sont spécialement spectaculaires, genre les ATH qui sont très fastidieux en fait à mettre en place avec des points de suivi 3D, tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, par exemple les transitions, les fondus? Je pense que le mieux pour un montage, c'est de pas en faire des caisses, ne mettre des effets que quand ils appuient un propos au fait. Comme par exemple, là actuellement on est en train de parler de la vidéo. Si je vais parler d'un logiciel en particulier, par exemple Premiere, ça serait sympa de faire apparaître un logo juste ici. Mais c'est pas forcément intéressant de mettre beaucoup d'artifices pour rien. Parfois le mieux c'est de savoir rester sobre et de faire intervenir des effets spéciaux uniquement quand c'est nécessaire. Donc on peut dire que ce ne sont pas forcément les techniques les plus tape à l'œil qui sont les plus réussies. Des fois il y a des effets qui sont vraiment invisibles et justement c'est ça qui fait que quand on gomme quelque chose, par exemple, je sais pas, qu'il y a un trait de lumière bizarre sur un mur, clac, on va le gommer. Comme par exemple, je prends en exemple Les Morts ne voient rien, quand à un moment donné, à la fin d'une séquence, puisque le film avait été tourné en plan séquence, on a fait 4 plans séquences. 4 plans séquences, dont un où je devais parler devant la caméra, et sur, la fin du deuxième tiers de la séquence, je me suis mis à sourire, parce que l'acteur n'est pas arrivé assez tôt pour me donner la réplique. Toi, t'as effacé mon sourire via ordinateur, comme par exemple on ferait dans les grosses productions hollywoodiennes, par exemple avec la moustache de Henry Cavill, je pense, qui a été hyper mal faite, direct je me suis dit qu'est-ce qui se passe dans le film, bref, c'est pas le sujet. Pour finir cette parenthèse sur les effets marchent bien uniquement quand il y a une réelle intention derrière, comme par exemple si c'est pour quelque chose de correctif, ou alors si c'est pour vraiment quand il y a une intention en fait, de mettre un moment un effet spécial, comme par exemple vous avez un personnage où l'homme marche de nuit et il est important en fait que la pleine lune apparaisse à ce moment-là parce que l'homme va peut-être se transformer en loup-garou. Et manque de bol, c'est pas un soir où on peut voir la pleine lune, donc à ce moment-là on la rajoute par effets spéciaux, mais on prévoit en fait la façon dont on va faire ce plan. On va peut-être rajouter un fond vert, on va peut-être faire un plan fixe afin qu'on puisse intégrer notre plan de la lune.
Les plans qui marchent le mieux, ce sont les plans qui sont prévus pour faire un effet spécial. Ce sont les plans où en fait il est justifié d'utiliser cet effet spécial là. On va pas dire bah tiens je vais mettre la pleine lune ici dans la chambre parce que voilà ça fait génial, je sais faire un CGI. Ouais mais c'est pas cohérent, il n'y a pas la lune dans une chambre. Voilà, puis même le plan n'a pas été adapté pour ça, ce qui fait que quand on rajoute justement cet effet spécial, il fait artifice. Il fait artificiel parce qu'il a été rajouté après. Il a été rajouté donc alors que c'était pas forcément l'intention de ce plan là. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil à nous, humbles utilisateurs de GoPro, à appliquer comme effet? Si vous voulez faire un effet spécial, quel qu'il soit, il faut le préparer à l'avance et il faut choisir votre plan en fonction afin de bien pouvoir l'intégrer ensuite quand vous passerez en montage. Ensuite, je dirais de pas non plus être trop ambitieux parce que les GoPro ne permettent pas forcément de faire des effets spéciaux comme on pourrait le faire avec les caméras. Il y a un grand angle qui est très bien fait, hein. On peut prendre des prises de vue qui sont magnifiques avec les GoPro, mais il y a quand même des légères déformations sur les côtés qui fait que il est difficile parfois de faire des incrustations, comme par exemple de mettre des objets d'environnement 3D, parce que cette déformation fait que la 3D sera un peu inexacte. Donc pas faire forcément beaucoup d'effets spéciaux très ambitieux. Si vous voulez des effets spéciaux, privilégiez des effets spéciaux qui sont réels, que vous faites sur le tournage, des effets spéciaux que vous filmerez directement avec la caméra. Pour parler de ce fameux fisheye, par exemple, là j'ai fait un effet où quand je roulais sur la route, il y a un texte que tu m'as aidé un petit peu tout ça à intégrer. Effectivement, il y a toujours l'effet du fisheye. Et si on voit que le texte il est droit alors que le reste est déformé, c'est pas bon. Donc n'oubliez pas, si vous prévoyez de faire quelque chose comme ça, essayez d'y penser un petit peu avant de faire votre séquence et mettez en mode narrow, vous voyez, en mode étroit, parce que sinon tout sera, vous aurez peut-être un champ moins large, mais au moins tout sera bien droit sur les côtés, parce que le fisheye, il y a possibilité de ne pas le couper au montage et de gagner du temps en post-prod. L'exportation. L'exportation, alors... l'exportation, étape très importante. Étape très importante parce que l'exportation va donc être l'étape finale de votre montage. C'est donc sortir la vidéo en bonne qualité afin de pouvoir la visionner avec vos amis, avec votre famille. Et il y a globalement deux grands types d'exportation. Il y a ceux qui privilégient une exportation avec un poids de vidéo léger pour pouvoir peut-être le transporter facilement, le mettre en ligne rapidement pour pouvoir l'envoyer en présentation à des personnes, ou alors l'exporter avec la meilleure qualité possible. Donc vous pouvez ou exporter de façon légère, à ce moment-là le format que je vous conseille c'est le H264 ou le H265. Le H265 qui est sorti récemment, qui est peut-être pas encore disponible pour tout le monde mais qui est très bien. C'est récent, ça date il y a 2-3 ans. Ça reste quand même un format qui est assez jeune mais qui est très bien. Le format H264 ou H265 vont vous permettre de réduire le poids de votre vidéo en conservant un maximum de sa qualité initiale. Vous pouvez choisir le débit de votre vidéo, ce qui fait que vous allez pouvoir mesurer le poids final de votre vidéo. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus votre vidéo est compressée, plus la qualité va être réduite. Parce que forcément, pour que la vidéo soit plus légère, il faut effacer un peu de données, donc réduire un peu la qualité. Elle permet une compression plutôt considérable, avec un minimum de perte de données. C'est ça, c'est vraiment le format qui va vous permettre la compression la plus optimale avec le minimum de perte de données, le H264. La perte de données, c'est quelque chose à prendre vraiment en compte parce que quand on prend par exemple les images par seconde, les FPS, vous augmentez les images par seconde, la caméra, donc le capteur va devoir lutter pour la GoPro pour capter le plus d'images possible et vous permettre donc de mettre des ralentis vraiment saisissants pour une petite caméra comme ça. Sinon, si vous réduisez avec la GoPro le nombre d'images par seconde, comme j'expliquais sur la toute première vidéo, là vous aurez plus de détails, mais le capteur va moins galérer pour enregistrer un maximum d'images, et donc là vous gagnerez vraiment en détail, simplement avec un petit réglage dans la GoPro, et vous gagnerez du temps en post-production. Le deuxième mode d'exportation, celui où vous allez conserver un maximum de qualité quel que soit le poids, c'est-à-dire que si votre vidéo fait 14 Go, c'est pas un problème pour vous, vous savez où la stocker, seulement vous voulez conserver un maximum de cette qualité. Vous pouvez à ce moment-là exporter votre vidéo dans le format natif, c'est-à-dire le format d'origine de vos fichiers. Par exemple, mettons, je vais prendre des formats qui sont un peu connus de tout le monde, le point MOV ou alors le point AVI. Le point AVI. Le point AVI est plus trop utilisé aujourd'hui, mais on va prendre ces formats vidéo comme exemple. Si vous voulez exporter la vidéo sans perdre la moindre qualité, vous faites des exports natifs, c'est-à-dire que vous avez eu vos vidéos en AVI, vous allez les exporter donc en AVI. Ça va permettre de faire aucune compression et de conserver la quasi-totalité de votre qualité vidéo. Pour finir, je vais parler de l'archivage. Parce que la préparation c'est très bien une fois que vous avez fait votre montage, parce que vous pouvez avoir envie un jour de revenir sur ce montage que vous avez fait pour récupérer des effets, récupérer des plans, récupérer des titres.
que vous n'avez pas forcément envie de recommencer, donc vous allez simplement revenir chercher dans ce montage que vous avez fait. Certains logiciels vous proposent d'exporter votre montage en conservant toutes les vidéos qui ont été utilisées et en laissant de côté toutes les vidéos qui n'ont pas été utiles pour votre montage. Ce qui fait que vous pouvez avoir à la fin un dossier où vous aurez toutes les vidéos qui ont servi pour ce montage, tous les effets, les images, les musiques. Donc tu conseilles plus de faire un archivage une fois que le montage a été terminé et exporté si on veut y revenir ou qu'on a besoin de certains plans, parce que moi je sais que j'ai tendance ces trucs-là à en supprimer quoi. Alors une fois que la vidéo est validée, c'est-à-dire une fois que tu es complètement satisfait de ta vidéo, que tu l'as fait vérifier par des tierces personnes, que tu es sûr que cette vidéo est viable et qu'elle est terminée, c'est-à-dire que tu n'as plus à revenir dessus, tu commences une étape d'archivage et tu la ranges comme par exemple sur un disque dur externe ou alors sur un serveur, c'est-à-dire que tu auras vraiment un serveur qui sera dédié à l'archivage où tu mettras toutes tes vidéos qui sont terminées. Et ainsi au fait tu conserves tes données, le tout en réduisant un poids parce que quand vous gardez toutes vos vidéos, même celles qui ne sont pas utiles, vous vous retrouvez avec des fichiers qui ont des poids intransportables et le jour où vous perdez toutes ces données, ou alors même le jour où vous devez revenir dessus, c'est compliqué de devoir rechercher parmi toutes les vidéos. Avec un bon archivage, vous pourrez aussi vous économiser du temps si jamais vous revenez dessus. C'est ça, il faut vraiment faire un tri dans votre disque dur externe ou dans votre PC pour les plans que voilà au final vous voyez que c'est pas exploitable ou que la qualité vous plaît pas. Moi j'ai pas hésité à enlever, je sais plus, j'ai récupéré au moins 20 gigas de données, à supprimer des plans, notamment Airsoft parce que j'ai commencé à faire énormément de montage Airsoft. Au bout d'un moment on s'en lasse un peu, c'est pour ça que j'ai recherché autre chose, mais il faut faire un tri parce que ce sont des fichiers qui prennent énormément de place, surtout si vous filmez avec une certaine qualité, par exemple de la 4K. Après je crois que maintenant on est à la GoPro Hero 7 qui filme au-delà de la 4K, je crois, elle fait de la 4 et quelques, je crois. J'ai pas trop regardé, je me suis pas trop renseigné, donc je vais pas trop m'avancer. C'est vrai que pour une petite caméra comme ça, on peut quand même avoir accès à une qualité relativement correcte, je trouve. Ceci dit, on peut vite se retrouver bloqué parce qu'il n'y a pas de focale, tout ça. Après, moi, ce que je cherche, c'est plus le spontané. Comme l'expliquait Jérôme, la GoPro, de base, ça a été faite par un fan de surf, de sport extrême. Nick Woodman, c'était un sportif. Et il voulait vraiment une caméra pour filmer ses plans quand il est dans la vague, etc. Donc ça a marché. Et moi, j'utilise pour mes voyages. Ça prend pas de place, une GoPro. Ça prend pas de place plutôt qu'une grosse caméra comme ça qu'on va devoir mettre dans un étui, que c'est hyper fragile, tout ça. Moi, j'ai ma mallette, simplement, je mets tout mon matériel dedans et ça prend pas de place. Donc après, c'est à vous de voir si vous préférez plus les caméras de qualité, donc qui ont un coût quand même. Ton A7S, il t'a coûté combien, sans indiscrétion? Le boîtier de l'A7S m'a coûté 1 400 €. Voilà. Ceci dit, vous avez un appareil qui vous fait des photos juste magnifiques. Comme on filme là, vous voyez que la qualité, elle est vraiment très très bien, même si bon, la lumière n'y est pas trop parce qu'il fait gris dehors. Mais il faut avoir des spots, cette lumière marche plutôt bien, je trouve. Voilà, donc après c'est à vous de voir ce que vous recherchez, si vous voulez mettre d'autres objectifs, tout ça, savoir que les objectifs, je crois, il y en a, ils valent plus cher que les boîtiers. Ouais, les objectifs peuvent valoir très cher, mais c'est très bien d'avoir une GoPro parce que c'est une caméra qui est accessible à tout le monde, c'est très facile de lancer un enregistrement, alors qu'une caméra, une caméra professionnelle, c'est pas la même utilisation. L'avantage de la GoPro, c'est que n'importe qui peut l'utiliser et capturer les moments qu'il a envie de saisir avec. Il ne faut pas perdre de vue que la GoPro reste quand même très limitée, on peut faire des très belles choses avec, c'est très bien pour capturer l'instant présent, mais ça reste quand même limité. Du coup, si vous devez utiliser votre GoPro, essayez de prévoir au maximum ce que vous voulez faire avec et bichonnez vraiment vos plans une fois que vous les avez en montage, histoire de les rendre vraiment le plus beau possible et de faire honneur à votre contenu, à ce que vous avez filmé. Un projet, quand on le réalise, c'est son bébé. Quand j'ai fait mes premiers montages, j'étais fier de les montrer. Les temps n'étaient pas bons, c'était trop long, la couleur n'était pas corrigée, la qualité n'y était pas parce que j'avais pas mis les bonnes cartes SD, comme je vous ai expliqué dans la première vidéo, les cartes SD assez rapides. Donc toutes ces choses-là, rien qu'avec une bonne carte SD, haute vitesse d'écriture et une GoPro, si vous avez les bons réglages, c'est pas sorcier, vous pouvez vous en sortir. Donc en espérant que toutes ces techniques de montage vous auront aidé, je te remercie Jérôme d'avoir apporté ton avis de professionnel et puis pour ton intervention en général, parce que tous ces conseils c'est toujours une mine d'or et tous les conseils que tu me donnes aussi, c'est grâce à Jérôme que je perfectionne aussi mes vidéos tout en gardant une identité, voilà. Donc merci à toi en tout cas, merci pour ton intervention. Et merci à toi de m'avoir proposé de venir. Mais de rien. Allez, ciao à tous. Salut.